À côté des événements terribles qui vont se dérouler dans One Piece ces prochaines années, Marineford n'aura l'air de rien du tout. Ce sont les mots d'Eiichiro Oda qui nous assurent que la plus grande bataille que nous avons connue jusque-là et qui a marqué tous les fans de One Piece sera un détail comparé à ce que nous nous apprêtons à vivre. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi j'ai l'intime conviction que l'île Wano Kuni sera rayée de la carte par le gouvernement mondial, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour comprendre, il faut tout d'abord remonter loin dans l'histoire de One Piece. À l'époque, le gouvernement mondial n'existait pas et chaque royaume était indépendant. Parmi ces royaumes, une nation connut une ascension fulgurante pour des raisons qui restent encore mystérieuses. Ce royaume fut très vite nommé le Grand Royaume et tous les autres pays, beaucoup moins puissants et développés, le virent comme une menace à leur propre avenir. C'est ainsi que débuta la première grande guerre de One Piece, durant laquelle 20 royaumes indépendants s'unirent contre ce grand royaume qu'ils exterminèrent, puis effacèrent de l'histoire en détruisant toute trace de son existence. Les vainqueurs formèrent une alliance et s'unirent pour former le gouvernement mondial et ils partirent s'installer sur les sommets de Red Line en se faisant appeler les Tenryubito, les dragons célestes, devenant ainsi une élite totalement coupée du peuple. À une exception près, celle de la famille Nefertari, les souverains d'Alabasta, qui choisirent de rester vivre sur les terres de leur royaume sans rejoindre la bourgeoisie du nouveau gouvernement mondial. En plus de détruire toute trace de l'ancien royaume, le gouvernement mondial interdit l'apprentissage de la langue des poneglyphes ainsi que leurs recherches. L'étude de ces blocs de pierre qui retracent l'ancienne histoire du monde est alors devenue complètement illégale et tenter de les déchiffrer pouvait désormais valoir la peine de mort. Vous le savez, la mère de Robin, Nico Olivia, décida tout de même de réunir les meilleurs archéologues d'Ohara afin de partir à leur recherche et d'en apprendre plus sur le siècle oublié, cette période de l'histoire effacée de toutes les mémoires. Son navire fut intercepté par la marine et elle périt accompagnée de ses collègues, puis la marine ordonna la destruction totale d'Ohara en lançant un Buster Call sur l'île qui tua l'intégralité de la population. Une seule personne survécut. La seule personne connue à ce jour capable de déchiffrer les poneglyphes. Je parle bien sûr de Robin de l'équipage des Mugiwara, surnommé injustement le démon d'Ohara. Mais l'origine des poneglyphes n'est aujourd'hui plus un mystère. On sait que c'est la famille Kozuki, un clan puissant qui régnait autrefois sur Wano et qui a donné naissance aux poneglyphes. Ils étaient les seuls à pouvoir tailler ces grands blocs de pierre et à y inscrire l'histoire de ce monde. Il y a 20 ans, ils furent hélas tous exterminés par le shogun et ses hommes, qui prit ensuite le pouvoir sur l'île de Wano Kuni, très certainement après un accord avec le gouvernement mondial. Et si je parle d'un accord, c'est que depuis la chute du clan Kozuki, Wano est un pays fermé duquel on ne peut ni entrer ni sortir, ce qui doit très certainement arranger les Tenryubito qui préfèrent que les secrets qui peuvent encore y être enfouis y restent pour l'éternité. Mais une fois de plus, tout comme pour Ohara, ce massacre laissa échapper des survivants que la grande majorité croit encore morts jusqu'à ce jour. Je parle bien sûr de Momonosuke et de ses fidèles qui s'échappèrent à travers le temps grâce au pouvoir de Toki Kozuki et qui restent aujourd'hui une grande menace pour le gouvernement. Et comme on l'apprend de la bouche de Brook dans les derniers chapitres, il y a bien un poneglyphe caché dans la ville de Wano Kuni. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut entrer dans le vif du sujet concernant la destruction de Wano Kuni. Depuis l'arrivée de Luffy sur l'île, on est nombreux à penser qu'il est une menace pour le règne du shogun et de Kaido, mais je pense qu'en réalité, ce point n'est que l'arbre qui cache la forêt. La réelle menace d'un potentiel retour du clan Kozuki, d'une rébellion et de l'ouverture des frontières de Wano est en réalité pointée sur le gouvernement mondial et ses dirigeants en ont bien conscience. Au chapitre 908, on assiste à une discussion du Gorosei peu avant d'aller rejoindre leur maître Im-sama. Ils l'admettent clairement, l'équilibre de ce monde ne peut être maintenu pour toujours. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est que les secrets de l'histoire ne pourront être cachés aux yeux du monde pour l'éternité. Leur plan est donc de mettre en place une grande purge, un moyen radical d'effacer toutes les dernières traces de cette histoire et de mettre fin à la vie de ceux qui sont susceptibles de la connaître, de l'apprendre ou de la transmettre. Le gouvernement mondial est très puissant et certainement beaucoup plus effrayé par les informations en possession de ceux qui veulent sa chute que par leur puissance militaire. Je pense très sincèrement que le gouvernement a en sa possession une arme de destruction massive, bien plus dangereuse qu'un Buster Call, capable de raser d'un seul coup des îles entières, et qu'ils ne l'utiliseront qu'en tout dernier recours face à une menace qu'ils seront dans l'incapacité de gérer de façon efficace.
D'ailleurs, je pense que l'intervention de Shanks à Marineford pour mettre fin à la bataille n'avait pas pour but de protéger le gouvernement, mais d'empêcher ce dernier d'avoir recours à une arme encore plus redoutable puisqu'ils étaient en train de perdre plus ou moins la bataille avec la destruction de leur QG et la libération de Ace. Et pour tenter de comprendre quelle peut être cette arme, il faut se pencher sur l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece, le docteur Vegapunk. On sait que Vegapunk est le scientifique le plus éminent du monde de One Piece. Il est à l'origine des découvertes les plus poussées et les plus dangereuses. Il fut celui qui découvrit les secrets du granit marin et de son utilisation contre les possesseurs du fruit du démon. Il déchiffra le facteur du lignage, qui est commun à tout organisme vivant et qui donnera plus tard naissance au fruit du démon artificiel lors de son utilisation par César. Vegapunk réussit aussi à combiner des fruits du démon à des objets non vivants, comme on a pu le voir avec Lasso, qui est un bazooka combiné au fruit du démon du chien. Et enfin, il est le concepteur des pacifistas, qui sont l'une des armes les plus redoutables utilisées par le gouvernement mondial. On dit que les recherches du docteur Vegapunk ont plus de 500 ans d'avance sur notre temps. Connaissant la façon qu'a Oda de construire ses personnages, il ne fait nul doute pour moi qu'il s'est inspiré d'un grand scientifique comme Einstein afin de concevoir Vegapunk. Les découvertes d'Einstein ont chamboulé notre monde, sa technologie et la perception que l'on en a, mais ont également entraîné indirectement des catastrophes sur le plan humain. En 1939, tandis que la guerre fait rage entre l'Allemagne nazie et le reste de l'Europe, Einstein envoie une lettre au président américain Franklin D. Roosevelt afin de l'avertir des recherches de l'Allemagne concernant une arme de destruction massive. Il propose ensuite son aide aux États-Unis afin d'approfondir ses recherches dans les énergies atomiques. Des années plus tard, ces découvertes donneront naissance à la première bombe atomique, l'une des armes les plus puissantes jamais utilisées par l'humanité. Il serait donc possible que Vegapunk, de manière semblable à Einstein, ait travaillé en secret sur une arme de destruction massive au service du gouvernement mondial. Comme vous le savez, Wano est fortement inspiré du Japon, et même plus, Wano est quasiment l'adaptation telle quelle du Japon dans le monde de One Piece. On ne compte plus les références aux divinités, villes, personnages et événements historiques ayant marqué l'histoire du Japon, et Oda s'en sert comme base pour constituer son univers. Et vous n'êtes pas sans ignorer que l'un des événements les plus terribles et marquants du Japon moderne est la destruction des villes d'Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. J'imagine mal Oda ne pas y faire référence à un moment dans l'œuvre afin de dénoncer une fois de plus l'atrocité de ces 2 jours qui forcèrent le Japon à capituler afin de protéger l'avenir de sa population. Pour en revenir à Wano, je pense que la guerre qui va éclater entre Kaido, le shogun, le peuple de Wano, les Minks, le clan Kozuki et les Mugiwara ne sera que le début d'un drame encore plus grand. Si la révolte de Wano prend le dessus sur le shogun, c'est une chance pour le clan Kozuki de renaître de ses cendres, et c'est une option que le gouvernement mondial ne tolérera certainement pas. J'imagine donc une intervention de la marine et du Cypherpol sur la seconde moitié de l'arc, peut-être lors de l'acte numéro 3 ou 4 de Wano lorsque toutes les forces seront affaiblies. Et si la marine ne parvient pas à prendre le dessus, je crains qu'il n'ait recours à cette fameuse arme secrète développée par Vegapunk afin d'éviter tout risque que d'autres secrets ne puissent s'échapper de Wano. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner en activant les notifications. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez vos propres théories sur la suite des événements sur Wano. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.